Alors, on reprend nos travaux. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors, je vous invite à vous présenter et à commencer votre exposé d'une durée de 10 minutes. Et par la suite, on va procéder à une période d'échange. Alors, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les membres de la Commission et j'ajoute un grand merci à toute l'équipe du ministère qui travaille fort, je sais, sur cet exercice depuis près d'un an maintenant. Souvent, on tient pour acquis certaines pratiques qui durent depuis quelque temps. On est tellement habitué qu'on oublie parfois leur unicité ou dans d'autres cas, on oublie que les choses ont déjà été faites autrement. Deux exemples. Récemment, une chercheuse du Canada anglais m'a consulté sur notre processus de planification. Son équipe avait de la misère à obtenir des informations sur les consultations du fédéral qui se tiennent derrière les portes closes. En lui décrivant notre façon de faire, je me suis rendu compte à quel point elle est remarquable. Depuis 40 ans, le gouvernement du Québec présente toutes les 2 ou 3 ou 4 ans ses orientations en immigration à l'Assemblée nationale et invite des commentaires, même critiques. Toutes les parties prenantes peuvent participer par écrit, plusieurs en personne et même le public par le questionnaire en ligne. C'est un processus constructif et civil et unique au monde à ma connaissance qui illustre bien l'originalité québécoise. Ceci étant dit, dans mon mémoire, je propose quelques suggestions d'amélioration. Les règles qui forcent des réponses complètes à vos questions dans 1 minute 14 secondes ne sont pas toujours optimales. Il faut toujours aussi garder en tête que tous les volets de la politique d'immigration touchent profondément les vies des êtres humains au moment où ils prennent la décision la plus importante de leur vie. Il s'agit d'un domaine aussi humain et aussi polarisant que l'aide médicale à mourir. Il mérite la même approche transpartisane pour arriver à un consensus social. Une autre pratique qu'on semble tenir pour acquis est le système d'immigration en 2 étapes. Quelqu'un arrive avec un permis temporaire et obtient la résidence permanente plus tard. Mais cette façon de faire est relativement récente. Jusqu'au début des années 2000, toutes les personnes qui souhaitaient s'établir au Québec ou au Canada devaient présenter leur demande à partir de l'étranger. Mais à peu près 20 ans, cette exigence a été éliminée, ouvrant la porte à une immigration en 2 étapes. Il a commencé surtout avec des permis d'études et la fausse bonne idée qu'un projet éducatif, en devenant plutôt un projet d'immigration, aurait des effets économiques extraordinaires, tant sur le plan commercial que sur le PIB. Les provinces ont embarqué parce que les étudiants étrangers devenaient une façon de financer l'éducation postsecondaire et une source de main-d'œuvre captive à bas salaire. Avec le temps, les permis de travail temporaires se sont ajoutés au mix. En même temps, avant l'arrivée du système ARIMA, le traitement des demandes d'immigration permanent était souvent très long parce qu'on traitait chacune des demandes reçues en ordre chronologique. Une demande de permis d'études ou de travail dans le temps pouvait être plus rapide parce que la grille de sélection, incluant des conditions linguistiques et des critères de capital humain, ne s'applique pas à ces permis, ce qui est problématique tant sur le plan économique que linguistique. De plus, beaucoup d'efforts ont été mis en place pour encourager l'immigration temporaire. Au Québec, le recrutement à l'étranger a tourné vers l'immigration temporaire. À tous les niveaux, au gouvernement, le MIFI, le ministère de la Santé, mais aussi les agences de recrutement privées, les établissements postsecondaires, les employeurs eux-mêmes font tous de recrutement d'immigration temporaire, pour ne pas mentionner les filières criminelles, les passeurs et les faux consultants et avocats. Et l'appât est toujours le même. La résidence permanente est à votre portée. En 2009, on a rouvert des bureaux régionaux du MIFI, mais plutôt que d'offrir des services d'accueil et d'intégration, on aide les entreprises à naviguer le labyrinthe des EIMT et des permis de travail temporaires. Les 2 gouvernements ont lancé les programmes accélérés vers la résidence permanente pour les temporaires, comme l'expérience canadienne québécoise. Le fédéral a créé des permis de travail post-diplôme pour faciliter le chemin des étudiants étrangers vers la résidence permanente, ainsi que les permis de travail pour les conjoints des étudiants et des travailleurs spécialisés. On a ouvert les portes à des familles entières sur la base d'une personne avec un permis de travail avec une date d'expiration. Plusieurs permis sont renouvelables. Tous les signaux envoyés étaient dans le sens que si tu arrivais au Québec ou au Canada avec un permis temporaire, ce n'était qu'une question de temps que tu obtiendrais la résidence permanente. Et tous ces efforts ont été mis en place avec
aucun plafond sur le nombre de permis ou, dans le cas du Québec, de CAQ qui seraient délivrés. Les besoins des établissements d'enseignement et des employeurs dictaient le nombre sans qu'on les oblige à s'assurer qu'il y aurait du logement ou des services de base disponibles. Dans les 2 programmes temporaires où le gouvernement du Québec intervient, les hausses ont été aussi exagérées qu'ailleurs au Canada. Le programme où le Québec n'intervient pas, le PMI, est devenu un fourre-tout de plus de 113 différents permis, dont un très grand nombre sont ad hoc, créés sans aucune consultation, par décret ministériel, souvent appelés des politiques d'intérêt public. Le résultat, une catastrophe. Des centaines de milliers de personnes au Québec vivant dans la précarité et la vulnérabilité, peut-être autant vivant même dans l'inégalité, espérant une chance à la résidence permanente. Et même près de 150 000, je ne dirais pas 142, ça c'est au mois de juin, 150 facilement 000 personnes déjà sélectionnées par le Québec qui attendent ce statut dont ils ont droit. La 2e étape se fait attendre longtemps. Des données incomplètes qui nous empêchent de bien soutenir des personnes qui arrivent ou même de compter correctement combien sont sur le territoire du Québec. Un cafouillis dans les services d'intégration et de francisation parce qu'on ne sait pas qui ni combien vont rester. Des organismes communautaires, au lieu d'offrir des services d'intégration aux résidents permanents récemment arrivés, où on leur apprend l'histoire du Québec, les valeurs de notre Charte des droits et libertés, l'application de ces valeurs dans la vie quotidienne, des droits des travailleurs, passent leur temps à aider les travailleurs temporaires avec un employeur abusif et à répondre à des questions sur les limites et les renouvellements des permis et des visas. Trop de personnes sont arrivées trop vite. L'effet économique a été plus négatif que positif. Le pacte de logement locatif dans les communautés et les services de garde et santé sont mis à l'épreuve. La manière de reprendre le contrôle est de mettre en place un processus de transition efficace et compatissant de retour à une immigration en une étape. Rétablir la règle que les demandes d'immigration soient présentées à partir de l'étranger. Temporaire, ça signifierait en effet temporaire, et ce serait clair pour tout le monde. Le système ARIMA a été conçu dans le but d'optimiser la sélection avec plus de flexibilité en respectant la grille de sélection et son seuil minimal de points. Le délai de traitement moyen aujourd'hui d'une demande d'immigration permanente est de 64 jours, selon le rapport annuel de gestion. On n'a jamais vraiment donné une chance à ce système. Dès sa mise en place en 2018, le virage vers l'immigration temporaire avait déjà pris racine. Il y aura 3 conditions à la réussite de cette transition. 1, que le Québec donne son consentement sur tous les permis de travail du Québec, incluant le PMI. 2, qu'on réduise au minimum le nombre de résidents non permanents et non documentés au Québec et de personnes en attente de la résidence permanente, pour regroupement familial, personnes protégées. Pour les RNP et les non-documentés qui veulent rester, il y aurait un programme de pérennisation simple. Pour ceux venant de pays stables, ne répondant pas aux critères, on les accompagnerait dans leur départ en les invitant à soumettre une déclaration d'intérêt en bonne et due forme dans ARIMA. Des points additionnels seraient accordés, comme toujours, pour les séjours, diplômes et expériences de travail au Québec. Et 3, qu'on soit honnête avec la population en expliquant que, c'est déjà le cas, le nombre de résidents permanents ne représente pas le nombre de personnes arrivées et que les régularisations ne représenteraient aucunement une augmentation de la population. Si on veut éviter de reproduire les mêmes problèmes dans 10 ans, je ne vois pas d'autre solution. Il y aura toujours des permis temporaires pour le travail saisonnier ou pour l'étude, mais le solde net des RNP reviendrait à 0. Le gouvernement assumerait sa responsabilité de gestion et de la sélection de l'ensemble des personnes immigrantes plutôt que d'abdiquer au secteur privé et éducatif. Si un employeur a des postes permanents à combler, qu'on rend plus efficace le portail employeur dans ARIMA et invite des personnes immigrantes au Québec qui correspondent tant aux besoins de l'employeur qu'aux besoins du Québec. Merci de votre attention. Merci, Madame. Alors, on va débuter la période d'échange avec Monsieur le ministre. La parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Merci pour votre présentation. Vous arrivez avec une perspective différente, une expérience aussi des questions migratoires qui est très intéressante. J'aime beaucoup la pluralité des points de vue en commission comme ça. Vous dénoncez l'espèce de système qui s'est implanté
à deux volets. Bon, vous dites pour les saisonniers, les gens qui peuvent ramasser des fruits, on peut comprendre, le temporaire. Pour les gens qui viennent étudier, parce que par défaut, l'étude, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais ça commence, ça fait, il y a un diplôme. Ça, vous êtes d'accord. Mais pour le reste, le programme PMI d'Ottawa, le programme de travailleurs étrangers temporaires, en réalité, vous dites, si ces gens souhaitent venir au Québec, bien, ils devraient soumettre une demande de résidence permanente pour devenir des immigrants permanents. Est-ce que je vous suis bien? C'est à peu près ça, donc oui. OK. Mais là, on est dans une situation où il y a eu vraiment une explosion des temporaires dans les dernières années. Vous avez dit, vous comparez 2025 au début des années 2000, mais réelle explosion là, du programme PMI puis du programme des demandeurs d'asile, c'est réellement dans les 3 dernières années où là, on est passé du simple au double, là, vraiment. Ça n'a pas été graduel. Sur un graphique, on voit qu'il y a vraiment une flambée. Plusieurs personnes sont arrivées ici sur un permis temporaire, ou des fois on dit résident non permanent. Plusieurs personnes sont venues comme groupe nous dire, bien, ils sont ici. S'ils sont ici, bien, ils occupent un logement. S'ils occupent un logement, ils n'ont pas d'impact sur la crise du logement. S'ils sont ici, ils paient des impôts. S'ils paient des impôts, ils contribuent. Et donc, s'ils occupent un logement puis ils paient des impôts, il faudrait leur donner la résidence permanente à tous. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion que plusieurs nous ont servi dans les derniers jours? Moi, je dirais qu'il faut ramener les choses dans l'ordre. Et si on veut diminuer le nombre de résidents non permanents, une des façons, c'est de s'assurer de mettre en place un programme, effectivement, un peu comme de transition, avec des critères qui correspondent aux besoins du Québec, qui permettraient le plus possible à rester avec un statut régulier. C'est ça que je dis. Parce que, et même chose, et je sais très bien ce que ça veut dire, point de vue de... C'est pour ça que je dis, il faut être clair que ça ne change rien sur le terrain. Ce que ça change, c'est la paix pour les personnes qui sont ici avec dans une situation précaire. C'est ça que ça change. Ça ne change rien d'autre. Et s'ils ne correspondent pas aux critères que le gouvernement établit, bien, on les aide à sortir puis on les invite à faire leur demande de l'extérieur. L'orientation 4 qu'on propose, ça ressemble, je pense, à ce que vous dites, à accroître la part des personnes immigrantes permanentes déjà présentes au Québec afin qu'elles représentent le plus possible, on dit minimum 63-66% des admissions. Dans le fond, c'est de piger d'abord sur les gens qui sont déjà sur le territoire québécois. Vous dites, ça ne change rien, cette personne est déjà là, elle change de statut et elle devient permanente. Mais pensez-vous qu'on a l'espèce d'obligation morale de renouveler les permis temporaires à l'infini? Une personne qui est ici, qui a un permis temporaire, est-ce qu'on devrait, par défaut, si elle demande de rester, dire, bon, ben, si tu es ici, on doit renouveler ton permis encore et encore. On a comme 2 choix. Soit je te renouvelle ton permis temporaire, soit tu obtiens la résidence permanente. Mais on ne peut pas dire, je ne renouvelle pas ton permis temporaire, tu dois quitter. Oui, on peut dire ça. Mais l'obligation morale vient dans le fait qu'on a invité tout ce monde-là ici. Et avec que le gouvernement le veuille ou non, il y a des pages encore sur Internet aux étudiants étrangers, comment rester au Québec. Et que le message est envoyé. Et il passe d'un permis à l'autre, d'une sorte. Ça fait que moi, je pense qu'on a une obligation morale. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde. On établit des critères. S'ils sont dans les postes trop à bas salaire, on sait que c'est pas nécessairement positif ni pour eux autres ni pour le Québec. Il y a des critères à établir. Mais je dis qu'il faut reconnaître et il faut... oui, c'est ça que... Oui, je vais arrêter là, monsieur. Ça va. On instaure la notion que, justement, des gens qui sont sous un permis temporaire, par exemple les travailleurs étrangers temporaires, mais qui sont ici suffisamment longtemps,
qui sont ici pendant 3 ans et qui veulent renouveler encore pour être ici de 4e, 5e, 6e, 7e année, il faudrait au minimum qu'il y ait un niveau 4 d'exigence de français. Certains nous disent c'est trop. C'est trop exigeant d'exiger un niveau 4 après 3 ans. C'est quoi votre analyse? Moi, je dis que les conditions linguistiques devraient être sur le premier permis. Si quelqu'un, après 3 ans, on peut dire que ce n'est pas un emploi temporaire. On le renouvelle après 3 ans, ce n'est pas un emploi temporaire dans ma tête. Ça fait que de dire, et en plus, c'est facile pour l'employeur de juste laisser le gars partir et venir un autre avec un premier permis qui n'a pas de conditions linguistiques. Donc, je ne vois pas la pertinence de ce geste-là, personnellement. Bien, je suis d'accord qu'après plus de 3 ans, ça peut être un statut qui est temporaire parce que la personne renouvelle pour 1 an. On sait très bien que ça va terminer, par exemple. Mais la personne est ici, en tout cas, de manière durable. Je ne dirais pas de manière permanente, parce qu'on peut être ici 9 ans et repartir. Ce n'est pas permanent, mais c'est quand même durable. L'idée, par contre, de dire qu'au minimum, si tu veux rester ici une 4e année, une 5e année, une 6e année, tu dois apprendre le français au moins jusqu'au niveau 4. Je pense qu'il y a là quand même un facteur incitatif assez grand sur le marché des employeurs. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils nous disent que ça coûte plus que 10 000 faire venir ce travailleur-là. On veut le garder, nous disent-ils. On veut le garder. Puis plus ça fait d'années qu'il est ici, plus il est compétent, meilleur c'est un employé. On veut vraiment le garder. Pensez-vous pas que si on dit aux employeurs, vous dépensez 10 000, 12 000, 15 000 faire venir quelqu'un, vous investissez dans la formation, il va être ici 3 ans, vous ne voulez pas perdre votre mise autant en capital humain qu'en dollars, vous avez tout intérêt à aider sa francisation plutôt que de repartir à zéro, repayer pour faire venir une personne nouvelle, autant financièrement qu'en temps. Il me semble que les employeurs vont être grandement incités à participer à cette francisation-là pour ne pas perdre leur mise. Moi, je pense que si les employeurs veulent franciser leurs employés, ils peuvent le faire. Et je pense que si quelqu'un veut venir, il devrait avoir une condition linguistique avant de venir. Et je pense qu'un poste temporaire devrait être temporaire. Ça fait que accorder des renouvellements et des renouvellements, ça va à l'encontre même du sens du PTET, qui est censé être un dernier recours pour des postes à période déterminée. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre l'échange avec l'opposition officielle, le député d'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Madame Nex, bonjour. Merci pour votre témoignage, votre expérience, votre mémoire. J'aimerais aborder une question avec vous. Vous venez d'y faire référence. Vous avez parlé d'une obligation morale. Et dans votre mémoire, à la page 5 en haut, vous dites « Il est critique que les règles, on parle de règles d'immigration, bien sûr, soient claires, transparentes, simples et équitables. » Moi, dans les dernières semaines, j'ai reçu beaucoup d'appels dans mon bureau de circonscription, des gens qui sont arrivés ici, qui se sont engagés dans le processus du PEC, qui amène vers la résidence permanente, et qui, là, sont découragés parce que le PEC a été suspendu. Je comprends qu'il n'y a pas eu de consultation avant la suspension. Je l'ai lu dans le décret le matin où c'est arrivé. Là, les gens ne savent plus quoi faire. Pourtant, quand ils sont venus ici, on leur avait dit, écoutez, vous pourrez avoir accès à la résidence permanente éventuellement. Il y a des programmes pour ça. Est-ce que le gouvernement de la CAQ a rompu son obligation morale avec des gens qui sont ici? Moi, je trouve que si on met une carotte devant les gens et que ce soit, comme j'ai dit dans ma présentation, c'est pas que le gouvernement. Le PEC est un exemple de comment on a laissé entendre à des gens qui venaient avec un permis temporaire qu'ils pourraient rester. Il y aurait un chemin vers la permanence. Et le fédéral fait la même affaire avec l'expérience canadienne. Ça fait que et pourtant, on n'est pas nécessairement transparent avec les gens, que ce soit des agences de recrutement, que ce soit des employeurs, que ce soit même
qu'on n'est pas transparent, on dit c'est pas tout le monde qui va pouvoir. Il va y avoir des conditions linguistiques, il va y avoir, il faut ci, il faut ça. Il faut être clair dès le début. La transparence est critique pour la population du Québec autant que pour les gens qui arrivent. Je vous remercie. On parle des temporaires, puis on voit dans les différents nombres d'admissions que ça augmente, ça augmente. On parle beaucoup du PMI, mais le gouvernement de la CAQ n'a pas contribué à faire venir beaucoup de temporaires sur notre territoire? Est-ce que c'est juste le fédéral? Non, non, absolument. Il n'y avait pas de... il n'y a pas, jamais eu de plafond sur le nombre de CAQ qui serait accordé. Le gouvernement du Québec? Oui. Fait qu'après, quand le gouvernement... PTET puis les Ouais, études. c'est ça. Fait qu'après, quand le gouvernement du Québec nous dit qu'il y en a trop, ben les CAQ, ils les comptent pas quand ils les émettent. Excusez-moi? Bien, c'est-à-dire que s'il y en a trop, les CAQ, là, le gouvernement, il les compte pas. Fait qu'à un moment donné, ils se disent pas, on s'en va, il y en a trop, on en émet, on n'arrête pas. Après ça, les gens viennent ici, puis là, ils se font dire, ah, mais là, il y en a beaucoup trop. Bien, écoutez, obligation morale à nouveau, ces pauvres gens-là sont venus ici. C'est pas de leur Mais faute. le fédéral ne peut pas donner un permis de travail au Québec, dans le PTET, s'il n'y a pas de CAQ. Mais voilà. Même chose pour le permis d'études. Voilà. Mais il y a beaucoup de permis d'études, des gens qui ont un CAQ d'études, qui sont refusés. Donc, on est généreux on a été généreux avec les CAQ. Merci. Vous avez parlé aussi du PMI, de le récupérer. En fait, moi, j'ai pris une position publique pour l'opposition officielle il y a fait plus d'un an, dire, écoutez, le gouvernement, vous voulez contrôler votre immigration temporaire, bien, récupérer le PMI, mais ils le font pas. Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le récupérer en vertu de l'entente Québec-Canada? Il me semble que c'est possible. Moi, je pense que le Québec peut être assez courageux d'ajouter le PMI dans la liste des permis qui exigent le consentement, en ajoutant dans l'article 12, quelque chose, des exemptions. On n'a pas peut-être besoin de donner un consentement sur un permis qui fait partie d'un accord international. Donc, soyons courageux. Puis s'il y en a qui manquent de courage, mais il y en a d'autres qui devront reprendre le bâton du pèlerin. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Vous êtes vraiment dans le temps, monsieur le député de l'Acadie. On poursuit avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, deuxième groupe d'opposition. La parole est à vous. Merci, Mme Meggs. Merci aussi de nous partager votre grande expérience au ministère directement. Je note pour la commission votre livre que j'ai lu avec attention, là, L'immigration au Québec, comment peut-on faire mieux? Très intéressant bouquin. Vous étiez au MIFI longtemps. Là, avec le scénario à 25 000, il y aurait 5 000 places pour la réunification familiale. 5 000 places avec un backlog de 40 000 au minimum. Ça fait 8 ans. 8 ans de délai avant l'obtention de la résidence permanente. Du temps que vous étiez au MIFI, avez-vous déjà vu ça, un programme de réunification familiale qui prend 8 ans à donner la résidence permanente? Pour être honnête, on ne savait pas vraiment à quel moment les gens recevaient leur résidence permanente. C'est un autre problème, là, parce qu'on ne contrôle pas tout. Mais il est évident que si on continue à signer des ententes de parrainage, c'est ce qu'on fait, et on donne les CSQ, mais on n'augmente pas les seuils de cette catégorie en conséquence, il va y avoir un problème. Et c'est ça qu'on veut. Le groupe avant vous nous disait 57 ans pour les réfugiés reconnus. Avez-vous déjà vu ça, vous? Moi, on a parlé beaucoup ce matin de l'obligation morale. Et moi, j'aurais voulu voir peut-être des seuils hors quota, comme on dit, comme on a fait avec les investisseurs, là, les riches, là, on l'a permis, mais pour les familles, je ne comprends pas tellement. Je l'ai déjà écrit, je dis rien de nouveau ici. Merci, Mme Meggs, pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit avec le député d'Arthabasca. Merci, M. le Président. Merci pour votre présentation. J'aurais une question pour vous. Sur la recommandation 10, vous dites « Examiner la pertinence de délivrer un permis de travail du Québec ». Qu'est-ce qui nous empêche actuellement au Québec de donner ce permis de travail-là? D'après les experts avec qui j'ai parlé, ce qui manque, c'est la législation québécoise pour le faire, ou réglementaire. Ce serait lié au permis de séjour du fédéral.
mais il n'y a rien qui empêche une province d'émettre un permis de Donc, travail. le gouvernement pourrait unilatéralement offrir un permis de travail puis s'assurer que les gens qui attendent là, puissent quand même contribuer. Oui, c'est pas sûr que c'est un gros problème en ce moment, mais c'est dans le temps qu'on attendait longtemps pour les demandeurs d'asile, on s'est dit, ben, tu sais, qu'on les offre, ce serait enlever un peu de chevauchement avec le fédéral aussi. Ce serait une suggestion qu'on pourrait faire au gouvernement du Québec actuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le député. Alors, je vous remercie de votre contribution aux travaux. La commission suspend ses travaux jusqu'à 14 heures.